Bonjour à tous, bienvenue dans Cinéphos Saga. Comment tu vas, Philippe? Salut, moi ça va toujours, on parle de cinéma. Bah oui, voilà. Et donc, ça fait un petit moment qu'on voulait revenir sur ce concept des émissions saga, où on voulait revenir sur une franchise à chaque fois. On s'est dit qu'on allait le faire en audio finalement, parce que ça va être beaucoup plus simple pour nous de se retrouver, comme c'est un peu galère de se retrouver à trois à chaque fois, et on va essayer d'en faire plus régulièrement. Et voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Ta trombine en vidéo va me manquer. Oui, je sais, mais bon. Mais comme ça, on pourra mettre nos... on pourra faire ça en caleçon, tu vois, ça va être sympa. Bref, et donc, on va parler C'est un argument. Oui, c'est ça, voilà, c'est un des arguments. Et donc on continue, après La planète des singes, après Alien, la saga Fantasme. Donc là, on va être sur une saga un peu plus... un peu moins mainstream, un peu moins connue du grand public, mais justement assez fascinante. Et il y a eu un coffret qui est récemment sorti chez ESC Distribution, et qui est donc un coffret, donc même Blu-ray d'ailleurs, avec une remasterisation notamment du premier Fantasme, on reviendra dessus, et ça nous permet de un petit peu parler de cette saga qui est menée par Don Coscarelli depuis les années... redis-moi le premier film. 79. Depuis l'année 79, exactement. Donc on va revenir sur les 5 films de la saga, jusqu'au Fantasme... Ravager qui est sorti il y a quelques années aux États-Unis et dans le coffret récemment en France, et on va pouvoir un tout petit peu expliquer comment ça s'est passé. Alors ça a été vraiment fait à l'occasion de toi, Philippe, qui a revu la saga très récemment, c'est ça? Ah oui, moi ça a été mon cadeau de Noël, donc j'ai pu vraiment déguster la saga que je n'avais jamais vue, j'avais vu que le premier film, donc ça me fait très plaisir d'en parler, surtout que dans le coffret justement, t'as un habitué de l'éditeur qui est un journaliste, Marc Toulek, qui a écrit un super bouquin. Mais un bouquin plutôt axé sur Don Coscarelli, donc bien sûr ça parle de la saga Fantasme, mais de tous ses films, et c'est truffé d'anecdotes croustillantes, voilà. Justement, est-ce qu'on va évoquer rapidement qui est Don Coscarelli, comme ça c'est fait. On va dire, c'est un des Masters of Horror maintenant, c'est un réalisateur très connu dans le milieu du cinéma d'horreur, surtout pour le premier Fantasme. Qui a commencé très tôt, son premier, il a fait 2 films avant Fantasme, des films super indépendants, c'est quelqu'un qui a commencé dans le cinéma indépendant. En 76. Après, il y a eu Fantasme en 79, mais qui, au préalable, a connu une longue période de gestation. Exactement, et surtout que les 2 premiers films qu'il fait avant, en 76, c'est des films qui n'ont pas du tout fonctionné, etc. Même si, à un moment donné, il a cru, et il le raconte lui-même, être entré de plein pied dans une major. Oui. Américaine et hollywoodienne, et il va très vite se rendre compte finalement que il est un peu destiné au cinéma indépendant. Et puis on va revenir après. Don Coscarelli, très rapidement. De genre indépendant, effectivement. Ouais, très indépendant, très indépendant. Ouais. Autodistribué même parfois. Et c'est un... alors ce qu'on peut rajouter aussi, si vous n'avez pas vu les Fantasmes en plus, qui sont un peu sa saga phare, il y a quand même Bubba Ho-Tep, qui est un film avec Bruce Campbell en 2002, qui a été très... On en a beaucoup parlé en France, qui est un très bon film. Vous avez Darl Invincible, si vous voulez, une espèce de rip-off de Conan. Il a fait ça aussi. Il a tenté en fait de percer dans d'autres genres un peu d'exploitation. Et puis aussi, évidemment, vous avez très récemment John Die at the End, qui était même passé au PIF en France, et qui était aussi une nouvelle tentative de créer une franchise cinéma nouvelle de genre. Mais bon, voilà, c'est un réalisateur vraiment à part, quoi. Master of Horror aussi, comme tu le disais si bien, avec La ouais. Survivante, qui était le premier Master of Horror initié par Mike Garris. Voilà, c'était un Master of Horror sur une femme qui se fait traquer par un espèce de monstre boogeyman, mais qui finalement va un peu se retourner et être elle-même la traqueuse, et c'est un des meilleurs Master of Horror qui a été fait. Qui était déjà une série assez excellente. Sur le coup. Et donc, voilà donc Coscarelli. On va surtout se concentrer donc sur la saga Fantasme. Oui. Dire, pour toi, comment on peut expliquer Fantasme aux gens déjà? Alors, déjà, ma première expérience avec Fantasme, c'était pas de voir le film, c'était en fait de fantasmer sur la couverture, enfin sur la jaquette VHS au vidéoclub. J'allais louer tous les vendredis soirs mes 3-4 films d'horreur avec ma sœur, et à chaque fois on se prenait des sagas.
Et je sais pas pourquoi, Fantasme, on l'a jamais pris. On a pris toutes les sagas horrifiques de l'époque. Justement, c'est celle qui vient après tout le reste. Voilà, mais C'est c'est en pas France, celle qui est le quoi. plus mise en avant, et Oui. c'est celle qui était aussi très incomplète à l'époque dans le vidéoclub. Et tu sais, ça fait partie des sagas comme le Léprechaun, voilà, des trucs un Oui, petit voilà. peu plus obscurs. Oui, c'est ça. Et du coup, on se concentrait plutôt sur les gros titres avec d'autres films d'action. Et du coup, j'ai toujours regretté de ne pas voir Fantasme, parce que quand même le Talman, donc le croque-mitaine de la saga, il est extrêmement populaire. Et du coup, quand je l'ai redécouvert plus tard en DVD, ouais, j'ai eu une grosse claque. C'est ce qu'on pourrait. Je m'attendais à un film d'horreur pur, et en fait, j'ai eu un film atmosphérique horrifique. Oui. Bah, moi, c'est un peu pareil. J'avais entendu par-ci par-là de parler de fantasmes. Du coup, ça crée un fantasme qui était du coup de se dire putain, mais c'est quoi cette franchise dont les gens évoquent, qui avait une franchise qui a quand même 4 films. À l'époque, il y avait 4 films. De dire merde, c'est quoi. Et à un moment donné, en Angleterre, je suis tombé sur un coffret DVD, donc qui n'était pas encore les remasterisés. Donc la sphère. Et qui était en forme de sphère, puisque Très beau Fantasme, coffret. en fait, le vrai, l'icône, en plus du Tollman de Fantasme, qui est le boogeyman, on va dire, de Fantasme, l'icône, c'est une sphère avec 2 ailes Son bras armé, quoi. Voilà, qui sont derrière, voilà, comme ça, sur le côté, un peu, et et c'est une sphère qui vole, quoi. Enfin, C'est pas les ailes, c'est plutôt des oui, pics. pardon, oui, c'est vrai, parce que dans ma tête, j'imaginais que c'était des ailes, mais des c'est vrai pics couteaux, enfin, qui permettent de creuser, enfin, de se planter une quelque sphère part. totalement lisse et Chromé. avec deux pics. Et ça, c'était le truc qui faisait fantasmer. Effectivement, il y a eu un coffret DVD édité en Angleterre avec cette forme-là. Et du coup, quand tu avais regardé à l'époque justement ton coffret, c'est là que tu m'avais remis à cette saga. Et tu m'as dit, mais il faut que tu continues, en fait, c'est des suites, etc. C'est incroyable. Et tu m'avais vraiment donné l'eau à la bouche. C'est pour ça que quand la ESC, c'est ça, l'ont sorti, bah, j'étais comme un fou. Donc, Fantasme 1979, ça commence par le meurtre d'un jeune homme par une femme, une jolie femme, qui conduit à un enterrement. Et c'est justement Mike et Jodie Person, 2 frères, donc Mike c'est un adolescent, qui vont assister à cet enterrement avec leur ami Reggie. Ce seront en fait les 3 protagonistes du film. Et Mike, il va découvrir justement un croque-mort très spécial, donc le Talman, qu'on va appeler, qui sera dans tous les films, qui est incarné par Angus Scrimm, ou Scream, oui. c'est marrant. Oui. Et du coup, en fait, il va être subjugué par le lieu, ce gros mausolée, et puis ce personnage-là. Et il va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce, justement, croque-mort qui arrive à porter tout seul comme ça un cercueil. Bon, on dirait, en fait, pour résumer, c'est une espèce de récit initiatique d'un jeune garçon sur la mort, en fait. Et sur sa peur de la mort et la fascination et les fantasmes qu'on peut incarner dans la mort, en fait. Et le côté procédure rituelle, etc., qu'entraîne la mort, les enterrements, les mausolées, les cercueils. Cet accompagnement sonore. Voilà, etc. La transformation, la putréfaction du corps, l'embaumement, etc. Tout ça, toutes ces choses qui peuvent faire très flipper quand t'es un gamin, quand t'es un ado, c'est ça, en fait, qui est au cœur du premier fantasme, surtout. Et c'est un peu ce gamin, comment il va, on va dire, affronter ses peurs. Et c'est effectivement incarné, comme tu l'as dit, par le Tollman, qui est... Donc Angus Scrimm, quand il joue là-dedans, il est déjà assez vieux. Ça va devenir très tardivement dans sa carrière, parce que c'est un acteur un peu... un vieil, on va dire un acteur... Qui avait déjà joué dans les voilà. films de Coscarelli. Voilà, exactement. Et que Coscarelli avait déjà fait jouer dans plusieurs de ses films, et qu'il disait qu'il avait un peu peur de lui, en fait. Ouais. Parce qu'il était... c'était un acteur un peu déjà... professionnel, très habitué, très gentil, mais qui avait une allure, enfin c'est un mec très grand, donc qui avait une allure un peu comme ça, un peu impressionnante. Il est longiligne, voilà. Il se tient très oui, très puis droit, il le fait aussi, c'est une gestuelle très lente. C'est une espèce de vieil acteur qui vient d'une autre époque, il a un côté limite très classe, etc. Et lui-même disait que quand il était, parce que lui il a commencé à tourner très jeune, Don Coscarelli, et du coup il disait sur les premiers films, quand j'allais le voir
quand j'allais le voir pour lui expliquer qu'on était en retard et qu'il fallait qu'il attende pour les scènes et tout, il me regardait avec un air enfin, il me regardait comme ça avec son air en hauteur et il me faisait flipper, quoi. Limite, en gros, t'as l'impression que c'est là qu'il lui a fait le oh boy, quoi, en fait. Apparemment, ça vient de là, ça vient du moment où il le regardait, déjà, non, on va être encore en retard, etc. Et lui, super flippé parce que pas du tout en confiance. Et c'est ça, en fait, qui l'a fasciné. Parce que Don Coscarelli, sur ses premiers films, apparemment, l'enfance était déjà. L'enfance et la banlieue américaine étaient déjà très importante, quoi. Mais là, c'est pas que sur le récit initiatique, t'as aussi le côté protecteur de Reggie et de Jodie, justement, envers ce voilà, gamin. il y a deux autres personnages principaux. C'est très masculin, en plus, comme dans le sens où c'est vraiment une histoire de 3 hommes, quoi. Et au début, on a l'impression que l'histoire va être sur ce gamin et sur son frère. Et très vite, parce que là, on peut crever l'abcès là-dessus, son frère va mourir, en fait. Oui. Et Reggie, qui est donc le meilleur ami de son frère, et qui est alors c'est un personnage très bizarre, qui a une calvitie, qui, franchement, au début, quand tu le vois, il va mourir dans les 20 premières minutes. C'est le mec, tu dis, le mec meurt bientôt, quoi. C'est pas possible. Et finalement, il deviendra l'un des héros de la série. Il a une queue de cheval et une calvitie, ce qui est quand même tout de suite un peu spécial. Et il est vendeur de glace, truc un peu très étrange. Ouais, puis il a un physique disgracieux, enfin, il a rien pour, on va dire, porter une saga. C'est ça. Et dans le film, il va un peu devenir le bras droit du gamin, quoi. Celui qui va un peu l'aider dans sa quête, parce qu'une fois que le frère meurt, ça devient un film sur le deuil. Ça devient un film sur le deuil et sur la perte d'un être proche et la fascination, répulsion qu'on peut avoir sur le côté cadavérique des personnes qu'on a perdues. Il y a un peu tout ça là-dedans. Alors c'est un peu... Je te coupe justement, le frère en question, au tout début du film, il va visiter le mausolée. Et c'est là qu'il va voir ces couloirs immenses, où tu as l'impression que c'est un grand labyrinthe, alors que ça va être tout petit en fait, mais c'est un très grand labyrinthe. Et c'est comme si, et après, donc, il finira sur le Talman, et c'est comme s'il y avait cet appel de la mort. Tu vois, c'est comme si ton destin est déjà, il te bat pas, ton destin il est déjà acté en fait. Tu ne pourras pas, t'es happé par moi. Et après, le film, c'est un peu, c'est comme ça a l'air un peu le bordel, et ça l'est. C'est reconnu en fait par Don Coscarelli qui explique vraiment à l'époque. Alors il a vraiment voulu faire ce film en fait. Les 2 premiers films qu'il a fait étaient un échec. Il a fait ce film après finalement ne pas avoir réussi à percer comme il pensait à Hollywood. Et il a fait ce film en se disant je vais faire du genre comme un peu Sam Raimi quand il fait Evil Dead. Exactement. Pour marcher. Mais il y a mis beaucoup de ses inquiétudes et de ses peurs, sûrement d'adolescence, quoi. Et il y a mis beaucoup un côté très drame en fait, puisque le film ressemble plus à un drame avec un parti pris fantastique. En fait, c'est très très bizarre. Et en fait, lui-même reconnaît qu'il ne savait pas où il allait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont écrit un peu au fur et à mesure de l'histoire. C'était un film très indépendant, donc qui faisait comme il pouvait. Voilà l'anecdote sur la sphère qui vole comme ça, qui va devenir une scène culte. C'est la sphère dans le couloir qui poursuit le gamin et qui vole, qui va attaquer le gamin. Et très très vite, c'est une scène assez impressionnante même encore maintenant. Et Don Coscarelli explique qu'ils ont mis plusieurs essais avant finalement de se dire qu'ils allaient utiliser une batte de baseball, un mec qui était qui était joueur, un lanceur en fait, pour que la balle elle aille vite et bien droite. Mais en fait, pour lui c'était totalement improvisé tout ça. Ouais, en fait tout était improvisé sur ce tournage, et c'est ce que les acteurs ils disent, c'est qu'ils savaient pas qu'ils allaient tourner, quelle scène ils allaient tourner. C'était à peu près tout le temps, c'était des amplitudes horaires incroyables. Voilà, tout était un peu au feeling de Coscarelli. Il naviguait à vue, et du coup tu le ressens dans la trame, mais aussi tu le ressens tout simplement dans le côté technique avec les faux raccords. C'est un film blindé de faux raccords, mais comme il appelle ça fantasme, voilà, exactement, et qu'au final il y fout toutes les peurs un peu à l'arrache sans vraiment réfléchir qu'il a dans sa à la tête, fin, dans etc. sa structure, c'est quand même très très bien calibré, hein. Mais c'est vrai que tout ça fait partie du fantasme. Tu te dis, tu acceptes l'aspect irréel de la chose. Oui, c'est ça. Parce que tu dis, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel. À un moment, t'es un peu perdu, t'essayes de comprendre. Tu supposes qu'il y a une histoire un peu fantastique. Peut-être que c'est le diable, peut-être que c'est les enfers. Enfin, on sait pas trop. Oui, parce qu'au fur et à mesure, du coup, on arrive dans ce monde rouge. Alors oui, il y a un moment donné, vers la fin, on a cette autre dimension. T'as quand même un vrai climax, c'est super intéressant. Il avait réussi à créer avec cet univers-là, mais c'était pas cohérent en termes de scénario.
il y avait chaque idée fantastique ou surréaliste était assez marquante. La sphère, avec ses pics. En plus, quand elle chope les mecs, Avec voilà, il y a un petit jet qui sort de la sphère, un petit jet de sang là qui sort de... Non, en fait, tu sais, il y a un forêt qui... Oui, c'est ça, il y a un forêt, exactement, il y a un forêt. Qui creuse la tête, et puis après, ça... Voilà, ça et vous sort avez là. aussi, en fait, le Tollman a des sbires qui s'avèrent être des nains, des petits monstres, des plutôt, petits monstres, ouais. c'est ça, et Des monstres à le mi-taille. visage écrasé un peu, on dirait des... Bah, on voit pas le visage encore dans le... Oui, mais à dans un le- moment, on suppose que, alors, à un moment, il suppose qu'en fait, apparemment, il a utilisé les corps de gens morts Ouais, il pour, suppose. pour le transformer. Ça, pareil, on sait pas d'où viennent ces sphères. Et puis, vers la fin, quand ils attaquent un peu le Tollman, on en sait un peu plus, on commence à entreapercevoir le mystère d'une autre dimension ou des enfers. Enfin, on sait pas encore à ce moment-là si c'est une dimension, qu'est-ce que c'est exactement. Moi, ça m'avait l'air plus fantastique à l'époque. Et il y a une espèce de 2 barres comme ça sphériques Et ça, c'est posées fou, par hein. terre, et tu mets tes mains et tu passes dans l'autre dimension, une espèce de portail. Et ça, comme c'est incroyable. dimensionnel. Visuellement, le mec, je sais pas, il a pas inventé le feu, mais ça marche vraiment. Ne serait-ce que le Talman, c'est simple à faire. Oui, c'est ça. La sphère, donc c'est pas si simple avec son budget, mais le concept Mais il a en trouvé. lui-même, la voilà, raison, il est ont assez simple. réussi. Et ces 2 barres, Ouais. qui à elles seules, tu sais, tu pourrais faire un coffret DVD juste avec ces Non, 2 et barres, ça Et représenterait est-ce qu'on a la déjà- saga. On a déjà le liquide jaune à ce moment-là ou pas? Et on a. Oui, Oui, je pense que tu l'as totalement avec les petits monstres. Les Voilà. monstres, je crois que tu l'as, Parce qu'il y a effectivement. aussi ils ont un sang qui est pas du sang rouge, c'est une espèce de liquide rouge Jaune. qui ressemble à du liquide d'embaumement en fait. Ouais, exactement. Et c'est, enfin, t'as vraiment il a dénoué un fil sans comprendre où il allait. Et il n'explique pas grand-chose, hein. Il nous montre... Oui, mais je pense qu'il sait même pas. Et Non, là, il sait pas trop où il va, de. mais il nous montre pas mal de choses qui fait que on peut avoir notre propre interprétation. Oui, il y a beaucoup de rush en plus, il y a beaucoup de trucs qui ont été coupés apparemment, etc. Ça, on va y revenir. Oui. Et du coup, le film va sortir, et ça va devenir un petit phénomène, ça va devenir un film culte en fait, ce film-là. Ah bah oui, là, pour un film indépendant qu'il a produit avec l'argent de sa famille, très aidé par ses parents justement, notamment sa mère, bah du coup, 300 000 euros qu'il va injecter vont lui rapporter 11 millions de dollars. C'est énorme. Ouais, et puis ce qui est dingue, c'est que c'est... Et surtout que ça va cartonner même jusqu'en France, hein. Ça va Oui, dépasser les oui, 500 mais moi, 000. en fait, enfin, c'est- moi, je me rappelle d'articles ou d'évocations de fantasmes par Starfix notamment. Ah oui. Alors je sais pas, je crois que c'était avant qu'il crée le magazine. Donc Starfix, c'est un magazine français très connu de l'époque. Mais c'était une des pierres angulaires. Enfin, c'était un peu un des modèles du cinéma fantastique autre dont les gens parlaient. Parce que c'est vraiment une œuvre de contre-culture aussi. Ça vient d'une époque. Je pense que le film, il a autant plu aux amateurs de films d'horreur Mhm. qu'aux mecs qui attendaient un film indépendant, etc. quoi. Oui, ça mélange vraiment le côté un peu indé, auteur et film de genre, mais dans le film de genre, tu as de l'horreur, tu as du fantastique, tu as un peu de science-fiction en fonction de ton interprétation. Effectivement, mais c'est un film assez fou et tu comprends que J.J. Abrams s'est voulu le remasteriser, hein. En fait, il est extrêmement magnétique ce film, entre la musique lancinante, les grands décors et ces allées et venues incessants entre la maison du héros et justement le mausolée. Ça n'arrête pas et c'est très bizarre comme rythme. Tu retrouves pas ça dans les films d'horreur de l'époque. C'est très singulier. Voilà, et effectivement, bon, bah, ça va être un peu son entrée dans le cinéma. Don Coscarelli, il a fait un film qui va percer, quoi, entre guillemets. À partir de là, je sais pas, toi, t'es dans la filmo, est-ce qu'il essaye de faire d'autres films ou pas? Parce qu'il va un peu être attaché à la saga Fantasme, un peu contre son gré, en fait. Exactement. En fait, dès le premier jour d'exploitation de Fantasme, on va lui dire « fais le 2 ». Partout, on va lui proposer de faire le 2, sauf que voilà, il n'y a pas de scénario, il n'a surtout pas prévu de faire un 2, il voulait juste percer dans le domaine. Donc c'est pas ce qu'il va s'atteler à faire tout de suite, il va faire du coup Darl l'Invincible, comme tu en as parlé en 82, il va travailler aussi plus tard sur Survival Quest, et donc juste après Darl l'Invincible justement, c'est Universal qui va lui proposer une coquette somme pour faire le 2. Pour faire le 2 avec beaucoup de budget. Donc comme Evil Dead 2 en fait, avec Sam Raimi, Ouais. qui essaye de percer avec un premier film dont ils sont pas forcément
Alors, Sam Raimi, il est vraiment pas fier du premier Evil Dead. En fait, Evil Dead 2 est quasiment un remake du premier, on va dire, avec de l'argent, où il dit voilà ce que je voulais faire et que j'ai pas fait avec le premier. Le premier c'est film, un peu un accident. il est assez sage dans sa mise en scène, alors que pourtant, non, il y a des trucs assez incroyables dans le premier film. Hein. Je sais pas comment. Le mec qui soit pas fier de ça pour un premier film, j'ai envie de le taper. Dire parce qu'il voulait pas vraiment faire un film d'horreur, quoi. Non, il aimait pas. Il aimait pas, et lui, il a été aussi cantonné beaucoup bien sûr, à ce domaine. Il est toujours bloqué sur Evil Dead, un petit peu pareil. Mais Don Coscarelli, lui, je pense c'est un peu comme Kevin Smith avec Clerks, il sent qu'il a touché un truc avec son film, sans savoir pourquoi il a fait ça, quoi. Donc il va pas essayer de faire un remake avec le 2, mais il va essayer de faire quelque chose avec plus d'argent et d'emmener la saga vers quelque chose de plus construit, entre guillemets hein, et plus fun aussi, parce que vraiment le premier film il est pas drôle, hein. Il est morbide, inquiétant, vraiment un peu dépressif, enfin, c'est assez terrible. Et il fait un deuxième, donc par contre on lui met évidemment on lui met pas des bâtons dans les roues, mais on lui demande des conditions pour avoir de l'argent. Notamment la grosse condition, alors je pense qu'il y a plusieurs conditions, une des conditions c'est d'expliquer Fantasme, qui est quand même une blague, parce que tu peux pas expliquer Fantasme quand même le réalisateur dit qu'il savait pas où il allait. Et que le réalisateur ne sait, je pense, toujours pas l'expliquer vraiment. Et donc l'histoire, l'épisode 2 du coup, Fantasme 2, commence par, il y a un nouveau personnage qui est rajouté, qui va un peu raconter comment... l'histoire du premier à travers des dessins, c'est une jeune fille qui fait des cauchemars, etc. Qui fait des cauchemars et qui est liée au Talman également. Et du coup, ça permet un peu de raconter l'histoire, parce que c'est un peu, le 2, c'est un peu une tentative d'une major de reprendre, comme avec Evil Dead 2, de reprendre une franchise qui n'a pas. Oui, totalement. Même plus que Evil Dead 2. Mais du coup, au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il faut s'adresser à un plus grand public, donc créer une trame plus linéaire. Oui. Donc il doit plus partir dans un truc atmosphérique. Peut-être un peu cryptique dans la forme. Enfin voilà, il faut qu'il au contraire, ça doit être très cryptique, mais ça doit pas être. Ça doit être plus fun en fait, surtout. Et tu sens qu'en plus il est poussé, je pense, par ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Fantasme va essayer de s'adapter au mode un petit peu des époques, tout en gardant sa personnalité. Alors oui, personnalité. C'est vrai que le 2 c'est compliqué de dire personnalité parce que... Non, alors oui, est-ce que non ouais, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Non mais clairement, on lui a dit, il faut que tu reprennes les ingrédients du 1 pour conforter le public et en faire quelque chose de plus linéaire. Donc en termes de personnalité, c'est très compliqué de dire que... Bien sûr. Je pense que c'est même son film le moins personnel. Alors, le 2, le plus fun. Mais moi je l'aime bien. Moi aussi j'adore. J'aime beaucoup Fantasme 2. C'est le plus fun, celui qui a le plus de budget de la saga. Il a eu 3 millions. C'était inespéré comme budget pour lui. Mais c'est le moins personnel. Il fait un truc que font beaucoup de sagas d'horreur quand ils savent pas trop rebooter leur franchise, c'est qu'ils recommencent dans un hôpital psychiatrique. Ça il y a ça dans Freddy 3. Enfin voilà, ça à chaque fois. Comment raconter ? Ils sont dans un hôpital psychiatrique et ils essaient de se démerder. 3 pour sa défense, c'est pas vraiment un reboot que là. Si c'est un reboot. Non, parce que le 2 est parti ailleurs et donc, du coup il se dit je vais faire une. Non, c'est juste un autre concept. Oui, mais il revient qu'à la prod. Mais c'est juste. Il revient avec l'idée de faire la suite. Mais on en parlera de Freddy, parce qu'on a prévu d'en faire une saga aussi. Mais donc, du coup, le 2, il a aussi un autre truc, c'est que on veut pas qu'ils reprennent ses acteurs principaux. Parce que c'est pas des acteurs bankable, ni. Ils les ont pas aimés dans le premier film. Charismatiques, tu vois. Je veux dire, je comprends qu'une major hollywoodienne ne voit pas Reggie, le mec à queue de cheval. Et chauve et vendeur de glace dire franchement votre mec c'est pas c'est pas vendeur. Et pourtant, comme il le présente plutôt comme un second couteau, du coup il va réussir à sauver Reggie Lannister. Reggie Lannister qui joue Reggie. Par contre, en fait, l'acteur principal du 1, Michael Baldwin, le Angus Scream qui lui est vendu avec les meubles, on va dire. Voilà, lui exactement. Il n'y a personne pour le remplacer. Personne ne peut parce que c'est vraiment lui. Et puis Michael Baldwin, lui, il saute. Donc Michael Baldwin, c'est celui qui incarnait le gamin. C'est ça. Le frère saute pas. Est-ce qu'on voit le frère dans le 2 ? Je sais plus exactement. Non, le frère, il est mort, on voit plus dans le 2. Oui. Donc Michael est remplacé par James Legros. Voilà, un mec qui est
un visage plus poupin, et une espèce de sous-Keanu Reeves, on va dire, Oui, gamin, quoi. ouais, c'est un petit beau gosse. Non, Ouais, ouais, c'est vraiment j'aurais dit un sous Brad Pitt, moi, perso. Ouais, non, Ouais. bah, ouais, mais à Ouais. l'époque, c'était Keanu Reeves, quoi. En fait, c'est Ouais. ça, oui. Ou un sous Johnny Depp, même plus Ouais. ça. C'est plus un sous Johnny Depp période. Et encore. Bon, enfin bref. Ah. Donc, du coup, c'est un personnage, enfin, c'est un acteur je dirais pas qu'il joue mal, hein, mais c'est juste qu'il va pas du tout incarner l'esprit Coscarelli, c'est-à-dire cette authenticité, ce cinéma de gueule. Il fait tâche, en fait. Tout est un petit peu horrible autour, et puis lui, il arrive Alors, avec sa belle gueule. Le film est clairement celui qui a le plus de budget, il est vachement plus visuel. Enfin, en termes de mise en scène, il est plus ambitieux, il est plus maîtrisé. Je pense que techniquement, ils avaient plus de gens, plus de mecs bons, bons techniquement peut-être. Et du coup, il va dans l'action. Et il va dans l'action. Alors ouais, là, il décide de faire un actionneur d'horreur, à partir un peu vers Evil Dead 2 aussi, dans le sens où on va pas juste faire de l'horreur inquiétante, on va faire de l'action, ça va être un peu plus fun aussi. Donc Ouais, c'est du road movie où ils vont écumer tous les mausolées une où fois le Talman il sera passé. que le gamin et Reggie se retrouvent, ils décident de S'armer. il a grandi aussi, ils décident de s'armer, donc il se crée des armes plus ou moins. Enfin voilà, Reggie va trouver une espèce de canon de fusil à pompe ou de canon scié, il va avoir un fusil. Ouais, il va se concevoir son arme. Qui va devenir son arme plusieurs canons, fétiche en fait. Ouais. Le film va, en fait, je pense que le fait d'avoir pris un autre acteur que le gamin va faire que peu à peu l'histoire qui était sur ce gamin qui fantasmait et qui avait peur va plus ou moins dériver. Il va y avoir deux histoires différentes. Ça va être ce gamin et puis ça va être ce Reggie qui devient un ersatz de Bruce Campbell dans Evil Dead, tu vois. Et pour moi, Evil Dead est vraiment une saga sœur quasiment, tu vois. Oui. Bah, d'ailleurs, dedans, tu as Mark Shostrom, le maquilleur d'Evil Dead 2. Ouais, et d'ailleurs... de Evil Dead 2, oui, c'est ça. Et de Freddy aussi. Hein, un des projets, Bubba Hotep, enfin, Don Cascarelli a fait jouer Bruce Campbell dans Bubba Hotep. Il a expliqué d'ailleurs que Bruce Campbell a toujours tourné un peu autour de ses films. Et d'ailleurs, il y a eu une époque où il y a eu un film, on en parlera plus tard, de fantasme qui s'est pas fait à un plus gros budget. On évoquait aussi Bruce Campbell pour aller là-bas, quoi. Enfin, pour tourner aussi dedans, quoi. Et, mais le 2 est intéressant parce que bon, il continue la mythologie, il essaye de trouver un peu plus de logique là-dedans. Il y a vraiment des images inquiétantes. Moi, ça m'a rappelé du Lucio Fulci aussi pas mal. Ah oui, parce totalement. que il se permet des ambiances lumineuses très balèzes. Alors c'est marrant quand on dit il a pris une autre boîte de prod parce que vous avez des scènes vraiment dégueulasses, enfin vraiment inquiétantes, quoi. Vous avez un truc qui est entre le Lovecraftien et le Lucio Fulci, c'est-à-dire vous avez une scène où une fille, à un moment donné, le Tolman s'incarne dans le dos d'une fille et elle sort. Enfin, on voit ça que dans l'animatronique, dans les trucs. Ouais, voilà, c'est très onirique, mais c'est aussi très dégueulasse, un peu. Enfin, on imagine un peu une transformation du corps limite cartoonesque, quoi. Ouais, mais c'est surtout que c'est une scène qui est incroyable parce que émotionnellement elle est forte. C'est enfin les retrouvailles entre la fille qui rêve de Talman et le héros. Et en fait, non, c'est encore une frustration qui. Ouais, mais pour moi, cette scène, c'est comme la scène du. Tu sais, quand le téléphone, la langue. Oui. La langue de Freddy dans le combiné, téléphone, dans le combiné du téléphone. Ouais. C'est. Tu t'y un peu en pas, ça part vraiment. Tu dis, ok, il y a les règles d'espace et de temps sont pas du tout les mêmes dans ces films et tu commences un peu à prendre le ride en fait de ça. C'est ça. Et c'est un film. Alors ce qui est intéressant aussi, de noter, c'est qu'il va y avoir une sorte de nouvelle signature. Le Angus Scream, donc le Tolman dit toujours oh boy par rapport au gamin parce que c'est un peu le gamin qui fait un cauchemar continuel pendant 4 films. Et ce oh boy, en fait, à le premier film termine par une espèce de plan choc, c'est-à-dire en fait le héros se fait choper par un monstre dans le dos, quoi. Et t'as le fameux oh boy de Tolman. Du coup, le 2 il connecte directement avec la suite du premier, alors que quand tu termines le premier, tu dis le mec est mort. Enfin, ça se termine toujours par un. Ouais, c'était le délire de la fin, quoi. Voilà, le choqueur, quoi. Ouais. Et ça, à la fin du 2, ça va devenir, et ça, il va refaire ça. Ça va devenir le moment choc. Donc dans le 2, il y a effectivement, donc on en a parlé de ce personnage féminin un peu imposé pour pouvoir raconter l'histoire du premier et essayer de remanier un peu toute l'histoire de manière un peu plus. Et puis pour adoucir un peu l'histoire, et tout. Donc à la fin, évidemment, ils se retrouvent. Et puis à la toute fin, il y a une sorte d'attaque
d'attaque et le mec se fait choper par derrière. Il y a toujours une vitre qui se brise Ouais, c'est ça. et un gamin. Mais c'est limite un running gag. Enfin, Oui, oui, non, mais c'est enfin, limite drôle. non, le running gag, c'est le fait que Reggie, il essaye tout le temps de draguer les filles. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a ça. Il y a le Reggie est pas loin du H, encore une fois, David Dead, dans le sens que Ouais. c'est des gros lourds. Ah, va le devenir, hein, il va le devenir au fur et à Oui, mesure. c'est hein. des gros lourds qui essayent de se taper les meufs et qui arrivent pas. C'est ça. C'est un peu les Américains moyens, enfin, une espèce de vision un peu bof, c'est un peu le beauf Ouais, ouais. américain, quoi. C'est ça. Mais du coup, on s'amuse de leur gaffe, de leur côté vieux dragueur qui marche pas, etc. Mm. Et à chaque fois, il a pas de chance, Reggie, parce qu'à chaque fois, les meufs qui se chopent, une fois sur deux, se transforment en monstres et en sphères. Parce que maintenant, les sphères, ça va être. À partir de là, ça va être aussi le festival des sphères. C'est-à-dire que comment on essaye de transformer la sphère qui était le truc iconique du premier film sur l'affiche, va devenir un. Espèce, pareil, il va y avoir beaucoup de gags visuels avec Ah ça. bah, il en faut toujours plus parce que Il en c'est faut ce que toujours plus, les et fans demandent. Oui. Parce que avec le recul, quand vous voyez le premier film, vous vous souvenez beaucoup de cette sphère. Mais Mm. quand vous le revoyez, vous dites ah mais en fait il y a qu'une scène. Oui. Une scène importante avec la sphère. Du coup, ça c'est assez perturbant. Et du coup, ils vont en demander plus. Et déjà, là, dans le 2, il pourra avoir plus de budget. Mais qu'ils vont en mettre plus avec plus d'armes. Oui. Plus de possibilités, plus de sang. Voilà. D'ailleurs, en parlant de sang, ici, il avait combattu pour ne pas être interdit moins de 18, au moins de 17 là-bas. Mm. Il avait réussi à faire un moins de 13 pour le premier D'accord. film. C'était le même combat dans le 2. Il a dû refaire des coupes. À ce moment-là, parce que je trouve le deuxième plus violent. En fait. Plus violent, ouais. Ouais. Mais ce qu'il disait, morbide, mais plus. je voulais pas le faire forcément plus violent, mais ce qui passait plus dans les Mm. années 70 passait beaucoup moins dans les années 80. Oui. Et ça, Et c'était inversement, ironique. parce qu'il y a des trucs. Enfin, il y a, effectivement, le film est un peu plus cul, peut-être, par rapport au Oui. Reggie. Il y a un personnage à la fin qui se fait déchirer les cheveux, on voit un bout de son crâne. Enfin, il y a des images comme ça. De toute façon, c'est vraiment un film qui marche par image, en fait. Il y a des images qui vous restent, limite plus Exactement. que l'histoire, quoi. L'histoire, on va comprendre au fur et à mesure que ça se décale. Alors, Fantasme 2, est-ce que ça marche? Fantasme 2, ça marche pas des masses. Bon, c'est quand même un budget de 3 millions qui en rapporte 7 millions dans le monde entier, attention. Par contre, ça va cartonner au vidéoclub. J'ai compris, au Danemark. Ça va, C'est les Danois. ça va cartonner au Luxembourg. C'est 56. Le Luxembourg, et donc il fait. Ouais, non, ça va cartonner au vidéoclub, mais parce que c'est un film de vidéoclub. Oui, oui. Enfin, c'est clairement ça, c'est de l'exploitation à donf d'une récente saga. Enfin, voilà, c'est. Mais de toute façon, Non Cascarelli va toujours jongler un peu Oui. entre ça. Après, on va passer à Fantasme 3. Mais toi, est-ce que tu l'aimes bien, donc, du coup, le Ah, moi, deux le 2, je l'adore. C'est limite celui qui m'a fait aimer la franchise, dans le D'accord. sens où j'ai commencé à voir qu'en fait, tout était possible, quoi. Ouais. Et effectivement, l'acteur principal qui remplace est pas formidable. Et c'est même pas qu'il est pas formidable, parce que je pense pas que l'acteur de base soit forcément mieux Non, c'est au juste qu'il fur et à fait mesure. tâche dans le décor. Mais en fait. c'est juste que tu sens que Don Coscarelli, il a pas spécialement envie de le filmer, en fait. Ouais. Et ça se voit un peu, en fait. Limite. Mais c'est un film que j'aime bien. Mais il fait pour le taf, ce côté le personnage. fun. Enfin, Et puis ce côté l'acteur. full-chi comme ça, là, très dégueulasse, moi, il m'avait assez marqué, quoi. Bah, disons que c'est vraiment le film Fantasme et le seul qui aura ce luxe, en fait. Oui, Fantasme 2. Après, il va repartir dans l'indépendant, en fait. Non, pas encore. Dans Fantasme 3, c'est pas... Ah ouais, non, Fantasme 3, il continue à la Universal. D'accord. Mais il arrive à réimposer sur le premier acteur, en fait. Voilà, en fait, dans Fantasme 3, donc le 2 était... Enfin, le 3 est arrivé en 94, et du coup, il a eu 2,5 millions seulement. Et le premier était dans les années 80. Oui, c'était et le 3 à 94. Donc 87. Alors attends, que je te dise pas de bêtises, je crois que c'était 87. Oui, c'est 87. Ouais, en fait, il y a une énorme distance entre le premier film, entre le premier Fantasme et le deuxième Fantasme. Malgré tout, il a quand même sauté une génération quand il tourne Fantasme 3 en 94, quoi. 88 pardon pour Fantasme 2 et 94. Ouais. Oui, entre deux, il va faire Survival Quest. Et après, c'est pareil, il voulait pas s'engouffrer dans cette saga. Hein. Récemment, il a dit en fait, à chaque fois, j'avais des projets que je mettais des années à essayer de produire, j'y arrivais pas. Et il disait, à chaque fois, je trouvais des investisseurs et des producteurs, ils me disaient non, on va pas faire ce projet-là. Et ils enchaînaient en me disant, et sinon, Fantasme, quand tu vas en faire voilà. un prochain. Et au début, on disait, non, il n'y a pas de prévu, c'est terminé, on n'en fait plus. Et puis au bout d'un moment, on se disait, on va continuer parce que c'était notre moyen de faire des films, en fait. Parce que clairement, il a jamais réussi à sortir de cette franchise.
Et c'est pas faute d'avoir voulu, c'est juste que c'était la seule possibilité pour lui d'avoir de l'argent pour faire des films. Et puis au bout d'un moment, c'est son métier, il faut qu'il en mange. Hein. Enfin, qu'il faut qu'il mange avec... Oui, c'est ça. Ouais. Donc 94, Avec alors c'est marrant parce que Fantasme 3, donc il arrive à reprendre l'acteur principal du premier. Ce qui est un peu bizarre, c'est que donc on retrouve Reggie, on retrouve le Tolman. La fille du deuxième film, elle disparaît totalement, elle se fait... Alors, elle, c'est pas parce qu'il la voulait plus, c'est parce qu'en fait, elle a arrêté sa carrière en D'accord. temps. Bah oui, mais il y a eu quasiment 8 ans. Enfin, ouais, voilà, mais en fait, du coup, la scène connecte, elle est assez sympa parce qu'il trouve l'idée assez simple qu'on lui bouffe le visage. Donc, du coup, il avait juste besoin d'une perruque. Oui, mais c'est ça, mais en même temps, quand tu dis, vu comment elle était importante dans le deuxième, c'est frustrant. Qu'ils enlèvent tous les histoires qu'ils avaient lancées dans le 2 pour essayer de revenir pour essayer de refaire autre chose. Alors le 3, moi je l'aime beaucoup ici, justement parce que là c'est Fantasme qui commence à... Vraiment quand je dis qu'il suit les tendances, là il suit vraiment les tendances des années 90, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est un film que les fans revalorisent maintenant. Je crois qu'à l'époque il n'était pas forcément super accueilli par les fans. C'est-à-dire que alors toi tu trouves que c'est pas le plus drôle, moi je trouve que c'est le plus drôle. Disons qu'il prend toutes les tendances un peu de l'époque. Il y a le côté un peu gangsta. Je trouve qu'il est à la bourre en fait sur les tendances. Ah, oui. Rocky, elle est à la bourre, c'est plutôt fin des années 80, tu vois. Oui. Non, mais c'est même pas... Moi, c'est pas 80, c'est 90. Hein. Ouais, parce que, début 90, en fait, raison, alors qu'est-ce qui va se passer? Reggie va devenir vraiment le personnage principal du film. Le frère est quasiment... le gamin, en plus qui vieillit en plus de film en film. Mike. Alors qu'on est censé suivre les histoires en direct, les mecs ils ont pris 5 ans en une seconde. Mais ils s'en foutent. Mais on s'en fout. Ouais. C'est Fantasme, alors les mecs peuvent ils ont le droit de vieillir en 2 secondes. Limite Angus Scream est le mec qui tient à peu près le mieux. Non. Un peu plus, dans le sens il est déjà vieux au début. T'as du mal à dire qu'il devrait... Enfin, il devrait pas vieillir justement, c'est une figure un peu horrifique qui devrait être figée, et en fait non. Et en fait, le 3, c'est très bizarre, en fait, ça devient un road movie. Enfin, déjà, le deuxième était déjà aussi... Non, c'est son deuxième road movie. Oui. Et à partir de ce moment-là, tous les films vont devenir des road movies. Et limine, et tu commences au fur et à mesure à comprendre que tu vas être dans le film post-apo. C'est-à-dire que de films fantastiques sur un croque-mitaine dans un post-apo. Bah si, en fait... Non, film SF, partir dans de la SF. Alors SF, parce que d'un coup, le côté fantastique est plus ou moins remplacé par de la SF, on commence et c'est là où du coup tu dis en fait Coscarelli il fait ce qu'il a envie de faire à ce moment-là, parce que là d'un coup on arrive dans un truc où on comprend que finalement le Tolman vient plutôt d'une dimension parallèle, qu'il utilise les cadavres qui chopent dans les cercueils pour les transposer, pour les transférer dans notre monde, donc l'autre monde qui est un univers ultra rouge, etc. Là on en voit un peu plus. C'est simple, en fait, comme il avait vraiment toutes les clés en main sur ce film, et il en était très surpris parce que c'est la Universal qui voulait absolument qu'il refasse un film, alors qu'il avait d'autres propositions, d'autres studios. Et du coup, il s'est senti flatté, il a fait le film chez la Universal, et il s'est dit, je vais quasiment tout dévoiler dedans. Oui. C'est quoi les intentions du Tolman, voilà, c'est quoi ce monde rouge, etc. Et au final, il s'est un petit peu... Enfin, pas il s'est planté, mais il y a la Coscarelli Touch qui a repris le dessus, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment le fantasmagorique, qui n'a pas besoin d'explications cartésiennes. Et je pense qu'il n'y arriverait pas à te donner une séquence juste d'explications comme ça. Ce qui fait que tu verras plein de choses, mais qui seront toujours sujettes à l'interprétation. Quand je parle du côté, c'est pas post-apo, mais ça annonce quelque chose qui peut aller vers le post-apo. Exactement. Parce que en fait, en allant de ville en ville, Reggie, qui est vraiment devenu là le personnage principal de la saga, il va en fait, on va se rendre compte qu'en fait la ville dans laquelle il avait découvert le Tolman, en fait le Tolman va de ville en ville et finalement en fait décime chaque petite ville américaine une par une, quoi. Et du coup on commence à... Ça, ce qui était déjà dans le 2. Oui, c'était déjà. Mais on ne comprenait pas pourquoi. Mais disons que là, dans le 3, c'est encore plus conséquent. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des villes. Dans le 3, tu comprends qu'il veut se créer du coup son armée. Oui, et que le monde va totalement détruit. Enfin, l'Amérique va totalement être ravagée par le. Et du coup, il voulait expliquer aussi le Tolman. concept de sphère. Et là, on est vraiment dans le plus-plus, c'est-à-dire que les sphères. Oui, les sphères, il y en a plein. Un paquet, il pareil, commence plus d'armes encore. C'est là, dans celui-là, qui commence à faire du numérique avec les sphères. Exactement. Ce qui est pas très très beau, c'est le numérique années 90. Oh, ça va. Non, mais
Voilà. Mais ce qui est génial, là sur le coup, c'est voilà, son concept des sphères, se dire on va miniaturiser les cerveaux des victimes pour qu'en fait tout... Oui, on apprend l'origine des sphères. En ouais. fait, les sphères, c'est des cerveaux à l'intérieur. À Et du coup, l'intérieur, c'est ça. le frère du héros du premier film, Jody. on comprend qu'en fait, c'est devenu une sphère. Oui, et lui, il va revenir du coup, il va revenir un peu en hologramme. Il va aider Mike. Alors, est-ce qu'il l'aide ou pas, on ne sait pas trop. Hein, chacun, après on en reparlera un peu dans le 4. Mais le concept vraiment, c'est de se dire qu'il a réussi à sortir du joug du Talman. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, voilà. Mais c'est intéressant ça, parce que ça fait une autre dimension spirituelle, tu vois. Ça c'est cool. Et j'aime bien ce concept de personnalisation des sphères. Chaque sphère a sa propre arme des fois, en fonction de... Il y a une sphère dorée aussi. Oui. Non, mais il change pas. Enfin, on n'a pas eu la sphère rose, mais je pense qu'on n'était pas loin d'avoir la Oh, il sphère pourrait, hein. multicolore. Mais non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça vient de personnalités différentes et ça, c'est plutôt cool. Par contre, du coup, ce qu'on n'a pas parlé et qui est peut-être le plus important, c'est que Reggie est entouré par 2 nouveaux acolytes qui sont en fait tirés tout droit du cinéma qui marche des années 90. Ah oui, ce que tu disais tout à l'heure, voilà. Hein, j'ai coupé. Oui, parce qu'en gros, il est notamment aidé par une jeune militaire noire et qui fait. Alors, elle était militaire, t'es sûr? Je crois qu'elle est militaire. Enfin, elle a un côté paramilitaire en tout cas. Je pensais qu'elle était militaire, mais elle a peut-être un côté paramilitaire. Un côté un peu. Vraiment typique de l'époque, là, le garçon manqué typique. Le bandana et tout. Voilà, avec un côté un peu limite. Limite un peu, je sais pas trop comment dire, mais je trouvais limite un peu gangsta rap, quoi, tu vois, un peu qui se tape avec des nunchakus, enfin, elle a un nunchaku, quoi, dans la tête, tu dis bon, elle a un nunchaku, elle a la coupe elle a la coupe de l'époque, quoi, enfin c'est assez marquant, elle est très fun, et ça va devenir d'ailleurs un des personnages favoris de la saga, je trouve, enfin il y a beaucoup de gens qui en parlaient beaucoup, d'ailleurs elle va revenir dans le 5. C'est une des rares qui est survécu. Tout le monde revient dans le 5. Sauf le gamin. Alors, le gamin, du coup. Et du coup, il y a un gamin qui retrouve seul, un gamin qui bute les petits monstres, parce qu'il y a toujours les petits monstres là, à la tête. Ouais, et pas que les petits monstres, les cambrioleurs, oui, voilà. C'est un gamin, maman, j'ai raté l'avion. Ouais, voilà. Lui, il est tout droit tiré de Maman, j'ai raté l'avion, un carton de ces années-là, quoi, en gros. Et qui tue les gens à coups de boomerang, hein, si je me plante pas. Alors voilà, c'est vraiment, tu te retrouves dans un. Alors du coup, c'est un road movie avec Reggie et ces 2 acolytes-là. Et là, on se dit... Alors, franchement, la première fois que tu regardes le Fantasme 3, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah écoute, oui, c'est fun, mais c'est très schizo comme film. Parce que tu as cet aspect où, effectivement, ils vont cumuler les clichés, et puis pareil, Reggie, il aura son running gag avec la fille, avec Rocky. Il s'appelle Rocky, j'avais oublié déjà. Ouais, en plus. Et de l'autre côté, tu as tout l'arc sur Mike, qui a la connexion, et c'est extrêmement angoissant. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est le film le plus sombre, malgré qu'il est le pendant très comique. T'as la connexion avec le Talman, et se dire, mais pourquoi il est relié au Talman ? Qu'est-ce qui fait qu'il est relié ? Qu'est-ce que le Talman veut de lui ? Qu'est-ce que Mike veut du Talman ? Voilà, et du coup t'as une quête spirituelle qui devient extrêmement destructrice. Et je trouve que c'est très angoissant, et quand tu le vois allongé sur la table d'opération, c'est franchement très suffocant en fait. C'est pour ça que c'est un film qui j'arrive pas trop bien à le cibler. Je sais pas trop comment ils l'ont vendu à l'époque, d'ailleurs ils l'ont très mal vendu. Je pense que le film est trop bizarre pour l'époque, il est trop hybride pour... mais il ressemble assez à Coscarelli justement, sur cet aspect un peu fun et bizarre, quoi. Enfin, le mec qui veut pas faire le choix, quoi. Exactement. Alors j'ai cru comprendre qu'en fait il voulait que Mike soit son successeur. Le successeur du Tolman. Mais je suis pas sûr. C'est peut-être que mon interprétation. Maintenant, je trouve que c'était cohérent, parce que c'est pour ça qu'il le tue pas, qu'il le traque. Il commence à avoir une sorte de relation un peu étrange entre lui et le gamin. La toute fin où il... Voilà, et à la toute fin, il se rend compte qu'il a du jaune, donc qu'on parlait du liquide jaune, il saigne du liquide jaune, quoi. Du coup, c'est très spécial. Vraiment, ça m'a subjugué, clairement. Plus que l'aspect Rocky et le gamin, je m'en foutais vraiment dans le film. Je voulais vraiment revenir dans cette ambiance extrêmement suffocante. Et à la fin, c'est Reggie qui y retourne. Et le gamin il se fait emporter. Ah oui, alors le gamin se fait zigouiller en moins de 2 gratos. à la fin, alors il y a Rocky qui vit. Oui, mais et d'ailleurs
Tant mieux, parce qu'elle revient dans le 5, donc apparemment, elle a été bien aimée. Mais elle a des gens. été bien aimée des spectateurs des pré-séances. Donc vous savez, les séances tests. Du coup, en fait, normalement, elle mourait. Et il s'avère que les spectateurs ont adoré ce personnage. Du coup, Coscarelli, qui est vraiment très à même très à l'écoute des spectateurs. Hein. Vraiment, il est très à l'écoute des fans. Et il va vraiment dans le fan service, Coscarelli. C'est pour ça que toujours plus de sphères, etc. Il va justement, du coup, la laisser vivre. Sans trop lui poser de problème. Moi, je trouve que c'est un gros problème dans le film. Oui. C'est que le film, il a cette dimension très âpre, très dure. Et il y a aucun personnage qui meurt, à part le gamin, mais il meurt dans le running gag de la vitre. Il peut très bien, dans le running gag de la vitre. Voilà. En fait, il remplace le héros quoi, dans le running gag de la vitre. Il n'y a aucune dimension dramatique dans cette scène. Que Rocky, elle aurait pu mourir dans une scène vraiment dure. Et je pense que c'est ce qu'il aurait fallu. Parce que là, du coup, elle s'en va. Et puis, enfin, voilà, les mecs retournaient dans le mausolée. Je me rappelais même plus qu'elle survivait. Moi, pour moi, elle mourrait comme tout le monde à chaque fois. Bah, c'est ce qu'il aurait fallu, moi, je pense. toujours le mec qui survit. Ouais. Et donc, alors, le film ne va pas marcher du tout. Il va même pas sortir, je crois. Non, ils vont. Alors, j'ai pas trop compris. À la base, c'était la branche vidéo de Universal qui avait monté le projet. Il aurait dû sortir au cinéma quand même. Et au dernier moment, avec le plantage de Evil Dead 2 et d'autres films. 3, tu veux dire 3. Evil 3, pardon, oui. Et bah du coup, Universal va dire que c'est que dirigé à la vidéo. Alors je crois qu'il va sortir quand même dans des séances, quelques séances, mais oui, il est sorti un petit peu. Ouais. Ça reste un film cinéma, mais c'est surtout en vidéo que là encore, il va cartonner. Par contre, à l'étranger, il va sortir au cinéma. Sauf que Don Coscarelli, je crois qu'il va commencer. C'est peut-être là où il va. De cinéaste indépendant, il va commencer vraiment à se dire que il en a marre de ce système-là, quoi. Ah, il a même la haine. Il a même la haine contre l'Universal. Là. Ils se sont pas valorisés, t'imagines. T'as pas de sortie ciné, alors que surtout que c'est eux qui sont venus le voir. Ouais, il a plié à la fin pour pareil encore pour la censure, etc. Il pense vraiment que le film va cartonner, puisqu'en plus il refait le montage pour Rocky, donc il se dit c'est bon, la Universal va le vendre bien comme il faut, et pas du tout. Donc du coup il se sent trompé, c'est logique. Hein. Et donc du coup il va faire le 4 donc, qui s'appelle Fantasme Oblivion. Alors le 3 c'était Lord of Salem, purée. Lord of the Dead. J'avais oublié ça. Mais ok, Oblivion, donc le Fantasme 4 Oblivion, j'ai un peu l'impression que c'est sa tentative de finaliser la saga. J'ai l'impression qu'il va encore une fois galérer et accepter, parce qu'il avait besoin d'argent, de faire un dernier film. Mais là, il va se dire, non mais là, un peu comme Sam Raimi ou d'autres quand ils en ont marre, il dit, je vais faire un truc, les mecs ils pourront plus me demander de faire une suite, quoi. Et alors c'est un film beaucoup plus indépendant. Enfin, surtout, je pourrais faire exactement ce que je veux. Oui, je fais ce que je veux et je termine. Et c'est un film totalement indépendant. Voilà. Et c'est un film très indépendant. Alors là, on oublie le côté action, horreur-action qui était dans les deux films d'avant. Et on revient au côté macabre, fantastique, fantasmagorique du premier film. Alors oui, c'est une suite, il y a toujours la connexion. Hein, oui, il y a toujours la connexion. On reprend avec Reggie qui doit affronter les sphères, etc. Sauf que, et on retrouve le héros, effectivement, on retrouve son frère, on retrouve tout le monde. Ouais, Mike a le sang qui coule. Sauf que le gamin, bon, lui par contre on le retrouve pas, et Rocky on ne le retrouve pas. Là, ce qui est très bizarre, et ce qui va être le choix, qui est le choix important du 4, qui est un film que, enfin moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je comprends les intentions, mais c'est un peu chiant, un truc comme ça. C'est que ça te fait mal au cœur que cette saga, elle soit réduite à ça. Alors qu'il s'est quand même bien débrouillé pour son petit budget. Même s'il y a un côté, alors le film va être presque un truc un peu introspectif, entre guillemets, une espèce de dialogue entre le héros et d'ailleurs Reggie, je trouvais un peu secondaire dans celui-là, entre le héros et le Tolman, et dans le désert. Donc il y a un côté un peu quatrième dimension. Là on est vraiment dans de la SF, un côté vraiment quatrième dimension, un peu introspectif, où tu le vois déambuler dans le désert, dans un désert limite, on a l'impression qu'on est près de la zone 41 à Roswell, enfin il y a un côté très extraterrestre, quoi. Et du coup, il va utiliser des rushs,
Parce que comme on avait dit, en fait, le premier film, il avait été un peu tellement tourné un peu à l'arrache, sans savoir où il allait, etc., qu'il avait beaucoup de chutes, c'est-à-dire de rush, de séquences qu'il n'avait pas utilisées. Et en fait, Des grandes séquences, un voilà, truc qu'il aimait beaucoup. l'idée qu'il a dans celui-là, qui est une bonne intention, mais qui du coup est bizarre. Ah, moi je trouve ça quand même une idée géniale. Bah, moi je vois qu'en fait il utilise donc les rushs qu'il n'a pas utilisés dans le premier film pour conclure la saga, et parfois il essaye même de leur donner une autre signification dans le. Bah, ils ont une dans consistance, l'histoire. ils font partie du scénario maintenant. Parce que le héros, du coup, on va dialoguer entre lui gamin et lui adulte, avec le Tollman, et on va du coup retrouver. On va un peu aller dans ses fantasmes, on va le retrouver enfant, on va le retrouver. Enfin voilà, ça va être un peu un mélange. Mais du coup, ça a un côté un peu, je sais pas, catalogue de ce qu'il y avait avant. Enfin, c'est un peu Oui, bizarre. mais c'est bien construit, c'est-à-dire que à chaque fois il reprend des séquences pour recréer une émotion. Ou par exemple la séquence finale dans la petite camionnette pour dire non, c'est peut-être pas en fait fini. Enfin, je sais pas, c'est. Après, je loue l'intention qu'il veut terminer sa saga. Et que pour terminer sa saga, il dit il faut que je revienne à la source. Oui, à l'indépendance. Il faut que je revienne à la source c'était l'histoire d'un gamin qui avait peur d'un croque-mitaine. Oui. Et de la peur intrinsèque de ce gamin-là. Est-ce que c'est un fantasme ou non? Voilà, et du coup, tout le film joue sur l'idée, est-ce qu'on n'est pas... Alors moi, c'est pour ça qu'on a revu des bouts là, moi, la première fois que j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'il terminait le film en disant tout ça n'était qu'un fantasme d'un gamin qui devait affronter le deuil de son frère. Et je l'ai vu comme ça, et effectivement, quand on le revoit, on peut aussi penser que non, c'est l'histoire de l'adulte face au Tollman qui fantasme une alternative Exactement. à sa vie, C'est ça. qui est bousillée par le Tollman en fait. Il Alors, y a aussi des origines du Tollman. Exact. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que le Tollman, c'est en fait un humain classique, un inventeur, qui va réussir à créer un portail vers une autre dimension. Donc déjà, là, on assume complètement que c'est une autre dimension. Donc on est purement dans de la pure SF. Et il va y revenir de cette dimension transformée. C'est-à-dire qu'il va être hanté par le diable ou n'importe. Et c'est là que tout va commencer. Et je trouve que c'est avec très peu de moyens, très bien amené. Et c'est surtout très bluffant de voir enfin Angus Scrimm dans un autre jeu, dans cette saga, un jeu sympathique, tu vois, oui. Quand il voit Mike, il dit « Ah bah venez, on va parler. » Enfin, c'est super étonnant. Et d'ailleurs, Angus Scrimm, il était à fond dans le concept. De toute manière, il a toujours été le plus valorisé dans la saga, tout en sachant que le budget du film, c'est 650 000. C'est 650 €. Sans doute, je compris. Non, 650 000. Donc, tu as fait 300 000, 3 millions, 2 millions 5 et 650 000. Surtout à l'époque, avec l'inflation. Surtout à l'époque où tu as les acteurs qui demandaient de plus en plus d'argent par film. Et ouais. Ça se voit. Dixit Coscarelli. Du coup, c'est. Genre, il a mauvaise là-dessus. Non, il expliquait que c'était normal. Alors, je reprends les propos dans le livre de Toulek. Et il disait que c'était normal, ça le valait bien en fait. Donc. C'est une logique aussi, ça très. Après, très voilà, il trouve une alternative. Il y a ce côté un peu SF, épisode de la 4e dimension, ouais. est assez. C'est une bonne trouvaille quand t'as pas de fric. Enfin, je veux dire, tu comprends qu'il essaye vraiment de trouver des solutions, voilà, pour terminer. Et puis t'as cette envie de terminer, qui est vraiment, j'ai l'impression. Mais qui termine pas vraiment, parce qu'à la fin, il termine sur Reggie qui repart façon badass, donc tu dis bon c'est un éternel recommencement. De toute façon t'as un peu un mélange, et Reggie continue à essayer de sortir avec des filles sans y arriver, et là il y a quand même au niveau de l'utilisation des sphères, t'as quand même les sphères seins, parce que il y a les deux seins qui se transforment en cerf, ouais. En sphère, pardon. Ouais. Et donc ça tu dis il l'avait pas fait sur ceux d'avant, ils se sont dit allez, on leur offre, parce que je pense que tous les geeks qui ont dû voir ça avaient imaginé ça, je sais pas. Du coup, tu te dis, bon, ils leur ont offert ça pour le 4e film, quoi. Alors dedans, c'est vraiment pas un mauvais film, c'est juste qu'il faut adhérer au concept. Il faut juste avoir vu tous les ceux d'avant pour adhérer, en fait, c'est pas très fun. Tu peux pas le prendre comme ça et te dire, je me regarde. C'est un épilogue, en fait, qu'un 4e. Mais c'est très étonnant parce que comme t'as pas eu de climax final pour dire que c'est un épilogue, mais celui-là non plus n'en apporte pas, et ça a toujours été basé sur la frustration de ne pas en avoir assez, Fantasme. Et c'est ça aussi qui est subjugant, c'est-à-dire que ça se dit ça, qui est captivant, parce que du coup t'en veux toujours plus dans le film d'après. C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, lui dire ouais vous anticipez trop les films d'après, alors que pas forcément. Pas vraiment là, en fait. D'ailleurs c'est la première fois qu'il va pas terminer par le Oh Boys
qu'il fait d'habitude avec le mec, Oh, le ouais. monstre qui attaque, le running gag du mec qui attaque et qui chope le Là- personnage par la fenêtre. Là, tu l'as pas. Non, 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 il fait Donc pas là, ça. tu te dis, ah ok, donc là, il veut le terminer. Il veut quoi. le terminer. C'est pas. Et c'était c'est le pas cas, comme- hein. Oui, c'était le cas. Et pendant longtemps, ça a été le cas. Et Don Coscarelli, pour l'instant, n'a pas réalisé de nouveaux fantasmes. Par contre, il y a eu des projets. Parce que Don Coscarelli, entre-temps, je pense qu'il a un peu regretté d'avoir terminé ce film. Bah, déjà, parce qu'il a galéré. pour le 4, normalement c'était Avary qui avait fait un Alors, scénario. moi, je crois que c'était après le 4, tu vois. Non, non, non. Ah, c'était avant. Ah, non, 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 c'est le 4. Alors, attends, on va parler un peu de l'histoire d'Avary, du coup, parce que c'est Le intéressant. 4, c'est Avary qui ressort de Pulp Fiction, Donc, Roger Avary, qui est le scénariste de Pulp Fiction, co-scénariste, ouais, et, réalisateur de King Zoé, et des lois de l'attraction. et les lois de l'attraction, ouais. Et du coup, donc, avant les lois de l'attraction, il va se pencher sur un scénario avec l'accord de Coscarelli de Fantasme 4. C'était un fan, en fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est un grand fan. C'était un grand fan, et je crois qu'il avait même déjà plus ou moins fait un traitement de fan sans demander, même. Enfin, Ah, peut-être. je crois qu'il était vraiment tellement motivé qu'il avait son idée, et un peu comme un geek qui rêvait de ça, il avait fantasmé son concept. Mais ça m'étonne pas. Il faut Mais vraiment un peu dire comme que ce que c'est t'entends culte en de- Amérique, de- pas forcément oui. en France, mais ça Et vient c'est en un peu de Amérique. ce que Hein. tu entends de Tarantino quand il dit qu'il avait une idée pour Star Trek, et maintenant, ça fait des années qu'il dit qu'il a une idée pour Star Trek, et d'un coup on dit, ah, on va peut-être le produire. D'ailleurs, c'est J.J. Abrams aussi, sur le coup, parce que J.J. Abrams, c'est juste parenthèse, on a dit il s'était occupé de la numérisation, enfin de la restauration du premier film. Oui. J.J. Abrams, c'est un grand malade, c'est un grand fan de fantasmes du premier, et je crois que ça a une influence quand même pas mal sur ses films, etc. Enfin, il y a quelque chose de. Enfin, Alors là, j'ai pas poussé l'analyse mais jusque-là. il a quand même montré à ses équipes. Hein. D'accord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a appris que le film, parce qu'en fait, il a appelé Don Coscarelli, J.J. Abrams, en lui demandant s'il avait une copie du film parce qu'il voulait la projeter aux gens de Bad Robots, donc de sa boîte. C'est excellent. Et le mec lui a dit, j'aimerais bien, mais en fait, on est dans un trou, on n'a plus personne n'a les droits du premier fantasme, et en gros, on n'a plus de copie, D'accord. la qualité est dégueulasse, etc. Et J.J. Abrams, il a dit, ok, moi je paye la resto. Putain, c'est Et génial. donc, il a fait une restauration 4K C'est super. du film, parce que c'est C'est un vrai passionné, ce c'est mec. un grand fan, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, bah, comme Avary, du coup, qui avait ce projet de faire un 4. Sauf qu'Avary ne peut pas financer tout seul un film. Par contre, il est extrêmement ambitieux. C'est-à-dire qu'il fait un scénario, il écrit un scénario où le Talman, pour le casque, hein, toujours. Hein, Oui. le Talman, il veut justement, enfin, il occupe déjà une grande partie de la planète qu'il a. Oui, là, ça devient un film post-apo, quoi. Exactement. Et du coup, tu as une scission entre les combattants, les rebelles et puis les armées du Talman. Et Coscarelli explique que c'était extrêmement ambitieux, un scénario génial et extrêmement violent. Connaissant Avary, ça m'étonne pas, tu vois. Oui. Par contre, qui voulait financer ça? Donc tout le monde adorait le Ils scénario, ont mais essayé, personne ils ont voyait des essayé. plans de financement pour ça. Ouais, mais pendant longtemps, on en a parlé de ce film. Enfin, Mais oui, il a refait plein de devenu moutures. une espèce de fantasme. Avary, il en a fait plein. le fantasme d'Avary est devenu C'est un ça. fantasme, en fait. Parce qu'on se disait, oh là là, apparemment, et d'ailleurs même, on lui pose encore la question, quoi, à Coscarelli. Ah non, mais pourquoi ça s'est jamais fait, ce fantasme avec le script d'Avary? Parce que tout le monde a rêvé. C'est quand tu vois le 3, tu rêves d'un film comme ça, de toute façon. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde, c'est les fans rêvés. Oui, voilà. voilà. Et quand t'as un... Et puis Avary, c'était vraiment l'époque années 90 où c'était des stars scénaristes qui Oui. avaient des idées geeks, mais qui étaient parfois invendables ou infaisables. Eh, quoi, c'est tu surtout trop cher pour la saga Fantasma. On parlait de 5 à 10 millions de dollars pour le financer. Alors que le plus cher, ça a été 3 millions de dollars, Alors c'était qu'il le a fait 2. un film à 860 000 pour le quatrième, au final. 650. Ouais. Ouais. Bah, après ça, le film a marché ou pas? Ça, je sais pas, le 4. J'ai pas vu les chiffres, je pense pas qu'il ait marché. Le Je pense 4. vraiment que c'est pas un film qui me... évidemment que c'est un film pour les fans, pour Oui. terminer le truc, quoi. Voilà, c'est Et, pour leur dire, vous avez été fidèles, Voilà, regardez, j'essaie de vous enfin, récompenser. voilà, j'essaie de terminer, Autant que de je peux. conclure, Mm. comme je peux, de trouver une logique là-dedans, quoi. Moi, je pense qu'il représente cette frustration, mais il représente aussi cette générosité de Coscarelli, en fait. Et du coup, Coscarelli, après, il va un peu naviguer dans différents films. Donc, on a dit Bubba Hotep, ça va être un peu son gros film récent. La télé aussi, voilà, Master of War. Récemment, il y a eu, c'est juste là, il y a 2 ans peut-être, on a entendu parler qu'il allait avoir, mais vraiment, c'est un peu tombé comme ça par hasard, qu'il allait avoir un Fantasme 5, produit, donc Fantasme Ravageur, produit par Don Coscarelli, mais réalisé par quelqu'un Non, d'autre. enfin, c'est sorti en 2015. Oui, voilà. Bon, c'était... Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, mais directement en DVD, du coup, hein, sur le coup. Et
totalement tourné en indépendant aussi, mais donc du coup que 2016. le premier qui Ouais. réalise pas, tu vois. Mm. Et le premier qui réalise pas, et donc en fait il laisse les commandes à un jeune mec qui en fait qui faisait des effets spéciaux notamment sur Booba Hotep. David Hartman. Voilà. Et qui en gros lui au début en fait ce mec, Coscarelli raconte ça comme ça. Au début il lui demande la permission de tourner un court métrage fantasme en hommage, parce que le mec avait l'habitude de tourner plusieurs films fantasmes. L'histoire est assez sympathique parce qu'en fait du coup Coscarelli qui est du genre plutôt cool, il dit non mais attends, si tu veux faire un court-métrage fantasme, je vais appeler les acteurs pour voir s'ils sont dispo. Et très vite, le mec se retrouve avec Angus Scrimm en Tolman, il se retrouve avec Reggie Lannister. Ouais, voilà, il veut faire en plus un film qui va être centré sur Reggie, donc le personnage secondaire mais quasiment principal, espèce de hache de la saga fantasme. Et du coup, il le fait, et au fur et à mesure, de semaine en semaine, Coscarelli il se prend au jeu et commence vraiment à produire le truc, à rappeler d'autres gens, et commence à retravailler le scénario avec lui, jusqu'à l'idée de germe de presque faire une web série, hein, c'est ça. De sortir carrément une web série fantasme. Au final, ça non plus, ça va pas se faire, et ils vont terminer par faire un long métrage. Donc c'est assez marrant de te dire que le mec, de vouloir faire juste un court métrage fantasme, il se retrouve à faire le dernier fantasme de la saga. Alors, en fait, il avait expliqué que déjà faire 4 films avec son nom, c'était déjà beaucoup, en fait. 4 films, un réalisateur pour 4 films d'une saga horrifique, Ouais. c'est trop. D'ailleurs, tu l'as jamais vu, ça, il me semble. Horrifique Non, je crois pas, non. T'as eu Sam Raimi qui en a fait 3 à la rigueur, mais encore, ça Et a encore, parce que dérivé. le troisième est très différent, et plus un film Voilà. d'horreur. Du coup, il disait vraiment qu'il fallait qu'il décroche. Et c'est pour ça il s'est dit, tiens, lui, c'est un vrai fan. Et c'est surtout un vrai faiseur avec très peu. Oui. Et c'est un responsable d'effets spéciaux, donc il va pouvoir faire des effets spéciaux pour pas beaucoup d'argent. Voilà, exactement. Et c'est surtout comme c'est un fan, il va respecter le matériau originel. Donc, et puis il le connaissait, donc. Bon, alors, c'est très Ravager, c'est. Franchement, j'ai eu que des sales échos sur ce film. Tout le monde a dit, ouais, c'est de la merde. Enfin de ce que j'avais entendu aux États-Unis, etc. Franchement, quand tu le vois avec tes fans de fantasmes et que tu te dis c'est mieux que rien, c'est déjà ça. C'est déjà ça, quoi, les gars. Ah, mais c'est horrible, c'est comme le Fantasme 4. Tu dis, ah bon, Oui. bon c'est mieux, il explique plus de trucs. Non, c'est moins. Pour moi, c'est plus un spin-off, tu vois, une espèce de bonus. Non. Non, c'est vraiment Après, un 5 qui reprend. On est plus centré sur le héros, on est centré sur Reggie. Déjà, pour moi, c'est pour ça que c'est un film décalé. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un film. Mais il y a quand même les acteurs. Il y a quand même c'est là où vous allez d'ailleurs. Il y a quand même tous les acteurs du film. Ça consacre Mais tous les acteurs de la on est saga. axé sur Reggie, quoi. Donc c'est plus. Et c'est pour ça que c'est un film de fan, parce que je suis pas sûr que Coscarelli aurait décidé d'axer uniquement sur Reggie le film. Bon. Là, on a l'impression que la saga du gamin, elle est terminée. Maintenant, on termine la saga de Reggie, qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique, comme dans le 2. Mais c'était pas lui. C'est l'inverse. Ouais, c'était l'inverse. Et qui d'un coup en fait a du mal à gérer avec la réalité parce qu'il est vieillissant et qui commence à en fait on ne sait pas si il est réellement si toute cette histoire n'est pas en fait s'est passée que dans sa tête, ou s'il est fou, ou si en fait il n'est pas là non plus encore Donc c'est très cohérent avec la saga. exactement, ouais. Mais c'est on va dire c'est sa version à lui de c'est en fait finalement c'est Reggie le dernier survivant et de comment ça se passe. Très vite on va se rendre compte évidemment qu'il n'est pas réellement enfermé dans son hôpital psychiatrique, qu'il a une mission à terminer, et il arrive quand même, encore une fois, à te lier avec le 4e. Ah oui, mais totalement. Reggie, pourtant, bien longtemps après, les cheveux un peu blancs, un peu... Enfin, ou teints, ça dépend des fois. Et, mais c'est une liaison la plus psychologique, oui. du coup. Mais c'est bien, hein, parce que tu finis le 4 avec un Reggie badass qui part dans le monde des enfers, là, ou dans l'autre réalité. Dimension plutôt, et tu le retrouves là, tantôt badass, tantôt rongé par la sénilité, et du coup c'est sénile, malade. C'est assez perturbant, et c'est vraiment bien, et je trouve que le personnage est bien écrit en fait. Ça traîne un peu, ça étire un peu la narration. Bon, c'est pas très beau visuellement, c'est vraiment... Il faut se dire que c'est un mec qui a fait ça, hein, ce film. Hein. Oui, non, bien sûr. Je serais très content d'avoir fait un truc comme ça, avec l'appui de... du coup, vraiment plus âgé. Ouais, là, ça passe moins, par contre. Il va donc décéder quelques temps avant la production du film.
Et il va voir le film quand même, il va réussir à le Oui, voir. mais il meurt avant la sortie, je crois, c'est ça. Ouais, je crois aussi. Et du coup, et aussi, il avait tourné dans d'autres films de Coscarelli, hein, c'était un peu son acteur fétiche, quoi. C'était sa signature et tout, quoi. Et donc voilà, c'est un film après lui, donc on sait qu'il n'y en aura clairement pas d'autres. Ou alors, il y aura un remake. Non, t'en sais rien, ça. Mais en fait, il y a eu pendant très longtemps, parce que avant que le 5 se fasse, et je me demande d'ailleurs si Coscarelli n'a pas pensé en faisant le 5, c'est qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de remake pendant longtemps, comme il y a eu tout un courant de remake des films d'horreur des années 70. Bien sûr. 80-70, ils ont essayé de remaker Fantasme. Et Coscarelli, je suis pas sûr que ça lui donne envie en fait. Contrairement à un mec comme Cunningham, qui est le créateur des Vendredi 13, qui signe des chèques dès qu'il faut rebooter Vendredi 13. Lui, je crois que c'est pas trop son truc. Enfin, c'était quand même un truc très personnel à la base. Mais moi, pendant longtemps, avant l'arrivée du 5, on entendait beaucoup parler il va y avoir un remake qui va être produit, c'est sûr. Sauf que la plupart des majors, je pense, qui veulent faire un remake, ne veulent pas de Coscarelli à la base. Oui, je pense à la barre, quoi. Ils veulent un Yes Man. Ils veulent un Yes Man. Et qui remplit le cahier des charges. Voilà, et qui fasse un truc plus mainstream. Coscarelli, il n'a plus rien à prouver sur sa saga, il faut qu'il s'en détache maintenant. Et c'est très bien que ce soit un autre réalisateur. Et ce réalisateur, du coup, il va pouvoir faire une mise en scène qui est très différente de ce que fait Coscarelli. Il fait des petits aperçus et c'est pour ça qu'en tant que fan, t'es content, c'est que t'as quand même un aperçu du monde post-apo qui avait été promis par Avary. Exactement. Et Coscarelli. Ils ont pris une partie du script d'Avary. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est crédité dans le film. Je pense que oui. Je suis pas certain. Mais bon, ouais. Ouais, donc ça reste agréable. Rocky revient en plus. Moi, clairement, les CGI sont criards, mais en même temps, après, oui, voilà, et puis c'est surtout, je pardonne le film pour ces CGI criards parce que c'est pour présenter des univers un peu fous en fait, que tu pourrais jamais faire sans un budget Spielbergien. Donc, oui, une grande sphère immense qui fait des kilomètres de diamètre, une ville en feu, c'est vraiment dingos et ça part vraiment loin sur le coup. C'est vraiment le truc que les fans ont toujours voulu voir. Donc, ça fait fan film. Ouais, long métrage fan film, ouais. Direct to DVD, toujours que pour les fans. Ah oui, même s'il y a quand même un... Il va quasiment l'autodistribuer, hein. C'est vraiment... Coscarelli, maintenant, il est dans une base genre, mais même, je distribue mes films, j'autodistribue mes films, enfin, ça vient assez loin, quoi. Ouais, alors il fait un petit récap au début quand même. Bon. Oui. Si tu dis à quoi il sert si tu axes ton film que sur les fans, mais je comprends parce qu'il faut pas s'axer que sur eux, sinon tu n'arriveras jamais à avoir de l'argent avec. Tu te rappelles pas de tout, hein. Et puis je pense aussi que Coscarelli il voulait, lui il avait fait John Dies at the End qui avait eu des très bons échos et qui était un peu sa nouvelle saga, quoi. Enfin, en tout cas il n'arrête pas d'ailleurs, et à chaque fois qu'on lui dit mais fantasme et tout, il dit non, moi je veux faire une suite à John Dies at the End qui est un peu son fantasme des années 2000, quoi. Enfin, qui veut faire comme, parce qu'on y parle encore de extra-dimension et monstres, etc. C'est un peu le petit frère spirituel de Fantasme, hein, les John Dies at the End, hein. C'est d'ailleurs, c'est vraiment ça, quoi. Et si vous êtes intéressé par Fantasme et par Coscarelli, il faut vraiment jeter un coup d'œil à ce film-là, qui pareil n'a pas de suite parce qu'apparemment il galère comme d'habitude à faire ses films. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Récemment, il a annoncé qu'il allait sortir une biographie. Coscarelli. Donc, voilà, alors je suis pas sûr que ça sortira en France tout de suite, mais voilà, je pense qu'il est un peu en mode rétrospectif maintenant, ce réalisateur. Mais mais vraiment, si vous n'avez pas vu des fantasmes, en tout cas si vous n'avez vu qu'un seul, un ou deux, il faut vraiment vous intéresser à cette saga qui est assez fun et justement assez différente. Totalement. Il me fait penser à des réalisateurs comme John Landis, tu sais, qui ont des parcours extrêmement sinueux, très compliqués. Des mecs qui sont cultes mais qui n'ont jamais réussi à soulever des budgets conséquents et avoir une carrière qui explose. Mais c'est vraiment ce genre de réalisateurs qu'on aime, qui sont un petit peu plus underground, même s'ils ont flirté avec les studios, et qui arrivent quand même à véhiculer, malgré tous les défauts que le peu de budget qu'ils ont, leur propre sensibilité. Et ouais, Coscarelli, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et j'adore, c'est vrai, le survivant, ou la survivante. Le Master of War. De Master of War. Je trouve que c'est vachement bien foutu. Enfin, c'est un mec qui... On a l'impression qu'il veut pas faire de concessions, et quand il en fait, c'est là où il est le moins à l'aise, ce qui est logique, hein. Mais quand il en fait pas, et qu'il est
ça, c'est dommage qu'il ait pas voulu faire du interdit aux moins de 16. Parce que tu sens qu'il est violent comme mec, tu sens qu'il a envie de se lâcher, et pour le bien de la saga, pour qu'elle marche un petit peu, c'est normal qu'il soit revenu au moins de 13, mais c'est dur quoi, c'est dur de te dire ah mince c'est dommage, t'aurais pu pousser beaucoup plus loin ton délire. Et maintenant je pense qu'il pourrait vraiment faire ce qu'il veut, parce que faire du moins de 17, c'est carrément en tout cas, vendeur en fait. Il y a eu un rebond d'intérêt, Regain. un regain, oui j'ai pas eu un rebond. C'est pas grave, parce que tu me parles de sphère. Une sphère, ça rebondit. rebondissait sur le mur. Non, il y a eu un regain d'intérêt avec la restauration du film et les ressorties du coffret intégral, même aux États-Unis. Donc il a beaucoup reparlé de Fantasme, ouais. Et donc c'est à suivre, peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura quand même un remake organisé par le... De toute façon, la mort d'Angus Crime fait qu'ils sont obligés de repenser la saga autrement. Quoi. Universal qui va arriver et dire bon, t'as un beau chèque, avec ce chèque tu pourras faire ton propre film, laisse-nous faire le remake de Fantasme. Non, ça marche souvent comme ça. Un bon réal de film d'horreur récent qui pourrait s'emparer de cette saga. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Moi, je pense clairement que ça serait trouver un Angus Crime, enfin un successeur. Bonne chance. Moi, non. C'était quand même l'âme du truc. Hein. Non, mais mais si on refait un remake, c'est pas pour faire la même chose. C'est impossible de faire la même chose. Ce qui serait intéressant, c'est de dire non, justement, on va pas. Ouais, mais bon, les producteurs, ils vont tout de suite dire il faut un mec, un Tolman. Parce que... Oui, ils vont essayer de s'y coller, mais ils vont pas refaire un Freddy-like, tu vois. Le remake de Freddy, c'était une injure au film original. Non, mais regarde où on est, Freddy. Oui, mais tu ne peux pas avec ce film, parce que ce film va dans tous les sens. S'ils font un remake, ils vont essayer de créer une sorte de concision avec tous les aspects scénaristiques des 4 films, ce qui est intéressant. Enfin, c'est ce que j'espère qu'ils feraient si jamais ils faisaient un remake. Mais oui, je trouve pas que c'est une... Je l'attends pas. Mais s'il arrive, moi je regarderai. Puis... Moi je m'attends à ce que ça se fasse. Hein. Enfin, dans longtemps ou dans pas longtemps. Oui. Ça c'est sûr. Ils lâchent tous un petit peu leur bébé. Scarelli soit quand même un peu derrière pour pas trop faire, je ne sais pas. Ouais. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut terminer comme... Non mais j'essaie de terminer. Oui, il faut terminer, je sais pas combien de temps on est là. Est-ce que, juste, dis-moi les ton préféré? Ouais, non, ton préféré. Peut-être dans l'ordre. Un petit truc, une petite gourmandise. Dans l'ordre, donc le dernier, je dirais Fantasme 4. Après, je dirais Fantasme 4, Fantasme Ravager. Non, Fantasme Ravager, voilà, donc le 5, Fantasme 5. C'est ton moins bon, celui-là. Ouais, quand même, c'est quand même le moins intéressant. En fait, j'ai l'impression que tu vas me faire un truc en ordre. Et après, Fantasme 4, et après, oui, putain, t'as raison, Fantasme 3, Fantasme 2 et Premier Fantasme. Même si pendant longtemps, le Fantasme 2 il rivalisait avec le 1. Il rivalisait avec le 1, ouais, effectivement. Bah écoute, moi, c'est clairement ça aussi. Alors, le 5 et le 4, c'est tellement différent que je les mets un peu sur le même palier. Mais ouais, 5, 4, 3, 2, 1, tout simplement, basique. Ok. Le 1, ça reste un grand classique, et le 2, c'est vraiment du pur fun. Très bien, voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cette saga et de cette nouvelle émission. Et n'hésitez pas à nous dire quelle saga vous voulez qu'on fasse. S'il vous plaît, pas les gendarmes. Des trucs nous, cool. Pour vous, on est prêt à regarder l'intégrale des Joséphine Ange Gardien. Mais c'est pas une saga. C'est une série. Alors, on va pas mélanger tout. Hein. C'est une série de films. Oui, c'est une série de téléfilms. Pareil. Non. Mais on peut voir quelle franchise. On va essayer de revenir très rapidement. Notamment, on peut annoncer quand même qu'on va sûrement se faire un Freddy très prochainement. Oui, c'est vrai. Mais là, je l'ai fait. Tu l'officialises. Donc voilà, okay. On sortira nos griffes. Voilà. Donc c'est pas sur la saga Wolverine donc. Non, pas du tout. Alors ça, jamais. Jamais, hors de question. Bon allez, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à partager et à nous dire quelle saga vous voulez qu'on fasse. Salut. Salut à tous et regardez Fantasme.